Madame Raviard, écoutez, je vais vous laisser et vous présenter comment fonctionne le centre ressources polyhandicap. Enfin, voilà, tout ce que vous avez en raconter. Donc, on a 1 heure tous ensemble, on s'arrête à 12h15 en essayant de remplir tout ce que je vous ai expliqué. Très Voilà. bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Corinne Raviard, je suis responsable du Centre ressources polyhandicap Grand Est. Donc, je vais vous faire la présentation. Alors, une présentation, mais avec un petit peu la réponse à la question qui m'a été posée sur justement la création de ce centre ressources et comment on a pu développer les choses. Donc, les questions étant quel modèle partenarial, le bilan des actions réalisées, quel positionnement de la fonction ressources, les projets en cours et quelles bonnes idées à essaimer. Donc, je vais essayer à travers la présentation du centre ressources d'évoquer un petit peu toutes ces thématiques. Donc, le centre ressources est soutenu par l'ARS Grand Est. Il a été développé par plusieurs partenaires. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est multipartenarial au niveau régional. Donc, vous reconnaissez les logos, en tout cas, voilà, avec l'APF, l'AUIM, le CREAI Grand Est, qui est partenaire également, le collectif Polyhandicap Lorraine, l'OHS, le CHU, et l'association JB Thierry. Donc voilà, ce sont vraiment les associations qui se sont mobilisées au moment de la sortie du volet polyhandicap de la stratégie quinquennale pour imaginer, envisager et développer ce centre ressources sur le Grand Est. Un petit rappel de l'historique, hein, c'est ce que j'évoquais là. Donc, ces partenaires ont réfléchi à cette démarche. Ils ont déposé un premier dossier à l'ARS qui a reçu un accord et un soutien pour une expérimentation de 2 ans. Donc, on a commencé nos actions à compter du 1er octobre 2019. Alors, comme je le rappelle, c'est en même temps, très rapidement, la période Covid nous est tombée dessus à tous. Donc, développer une expérimentation en période Covid de confinement, de reconfinement, de déconfinement, d'un dispositif ressources qui porte vraiment sur le maillage, la rencontre des partenaires et l'interconnaissance, ce n'était pas forcément simple. Donc, il a fallu adapter aussi pendant ces 2 ans nos interventions. Quoi qu'il en soit, pendant ces 2 ans, on a réussi à faire un certain nombre de choses qui ont répondu visiblement à des attentes, à des besoins des partenaires et des personnes, ce qui fait que le Centre ressources polyhandicap Grand Est a été pérennisé à compter du 1er octobre 2021, donc à la fin des 2 ans d'expérimentation. Et donc aujourd'hui, nous sommes pérennisés et donc nous allons pouvoir continuer notre déploiement, puisque pendant les 2 ans, on a eu la possibilité de se déployer sur les départements lorrains. Et là, on en est à la phase de se déployer sur les départements champardonnais et alsaciens. Au niveau de l'organisation du centre ressources, là aussi, on a voulu quelque chose de, en tout cas les partenaires ont souhaité quelque chose d'assez souple dans l'organisation. Il n'y a pas eu la volonté, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas eu cette volonté de créer un GCSMS pour structurer cette démarche-là, mais de fonctionner avec une convention constitutive et des conventions de collaboration avec les autres partenaires. Donc, au niveau de la structuration, on y retrouve un COPIL interassociatif, donc avec les membres, un représentant des différentes associations que vous avez pu voir à l'initiative du Centre ressources, mais qui sera amené demain à s'élargir à des partenaires champardonnais et alsaciens. Donc voilà, mais vraiment un COPIL qui décide de la stratégie, qui donne la feuille de route, qui envisage les actions à mener sur les différents départements. Une responsable, moi-même, qui fait le lien entre le COPIL, les animateurs de territoire, les référents point relais, les acteurs collaborateurs, donc structuration que je vais pouvoir vous développer par la suite. Et puis, on a en tête, et on a ce projet-là, donc il nous reste encore plein de belles choses à faire, la création la création d'un comité des aidants, justement pour faire lien avec tout ce qui a été évoqué en termes d'introduction de cette journée sur la question justement de la pérédance, de
de l'expertise des personnes et donc pouvoir associer et inclure à chaque niveau d'intervention du centre ressources les personnes elles-mêmes et les aidants sur un certain nombre de réflexions et de questions à mener. Donc voilà, donc concrètement, ça donne effectivement cette structuration-là, comme je vous le disais, donc un copil, une responsable. Et puis, on a envisagé de développer sur chacune des antérégions, parce que le Grand Est, comme j'aime à le dire, c'est grand, donc ça suppose aussi une organisation un petit peu... Enfin voilà, il a fallu qu'on redécoupe un peu les choses. On les a découpés, mais tout en sachant qu'on souhaite vraiment avoir une intervention et en tout cas une organisation, un maillage en version Grand Est. On ne souhaite pas faire 3 antennes différentes qui fonctionnent indépendamment les unes des autres. Il y a vraiment cette notion d'avoir ce partenariat et ce travail mené en Grand Est. Pour autant, en termes d'organisation, on a décliné donc 3 animateurs de réseau sur chacun des territoires, Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace. Donc actuellement et depuis l'expérimentation, il y a une animatrice de réseau sur les territoires lorrains. Et là, nous sommes en train d'installer un animateur de réseau sur le territoire champardonnais et un animateur de réseau sur le territoire alsacien. Je le redis et je l'ai dit en préalable, hein, toujours pour répondre à cette question de la souplesse dans la création de ce qu'on peut envisager, on est avec des conventions de mise à disposition de personnel pour les 3 animateurs de réseau et des conventions de partenariat avec ce qu'on a appelé et identifié qui sont des points relais, qui sont des établissements médico-sociaux qui ont une offre d'accompagnement et une expertise dans l'accompagnement des personnes en situation de polyhandicap. Donc, on s'appuie sur un point relais par département, ce qui fait 4 points relais pour la Champagne-Ardenne, 4 pour la Lorraine et 2 pour les départements alsaciens. Donc là aussi, hein, je le redis, c'est vraiment des conventions qui nous lient et qui fait qu'on est partenaires et collaborateurs les uns avec les autres. Au niveau des points relais qu'on a pu identifier, alors pendant les 2 années d'expérimentation, on a fonctionné sur le territoire lorrain et les départements lorrains avec plus de points relais qu'il n'y en a là d'affichés. Le format Grand Est a fait qu'il a fallu revoir aussi comment se positionner, mais c'est le but d'une expérimentation aussi, hein, c'est de voir comment on avance et comment on déploie sur les autres départements. Ça fait 10 départements, ce qui fait qu'on a envisagé un point relais par département. Donc, les 4 points relais sont identifiés sur les départements lorrains, hein, donc avec la masse de l'association JB Thierry à Commercy, la masse des Pléiades, qui accueille des personnes adultes en situation de polyhandicap, un établissement enfant qui est l'IEM de l'APF à Saint-Julien-les-Metz, un point relais dans les Vosges, donc la masse boulevard à Épinal, APF également, et puis un point relais en Meurthe-et-Moselle qui se situe au niveau de l'OHS Lorraine, qui est le CEM. Je le dis, alors du coup c'est redondant, mais en tout cas voilà, on est en train de déployer sur les départements champardonnais, donc je vais à la rencontre de tous ces partenaires et on est en train d'installer là, ou en tout cas c'est en cours, les points relais et l'animateur de territoire sur les départements champardonnais et la même chose en Alsace. Donc voilà, suite à, on a organisé une réunion de lancement en Champagne-Ardenne et une réunion de lancement sur l'Alsace également à la fin de l'année 2021. De manière à pouvoir continuer cette démarche et continuer à se déployer. Une notion d'acteur collaborateur, c'est-à-dire qu'on a structuré, donc vous avez pu le remarquer, donc il y a ce copil, il y a les animateurs de territoire, il y a les points relais donc, qui sont des antennes sur chacun des départements et qui déploient les missions et les fonctions de ce centre ressources. Et puis, des acteurs collaborateurs avec qui on passe des partenariats, avec qui on collabore. Donc voilà, donc là j'ai mis, la liste n'est pas exhaustive, mais d'un certain nombre de partenaires qui font partie du réseau du maillage, puisque faire fonction ressources, c'est aussi avoir cette dynamique de réseau de partenariat et de pouvoir inclure au maximum le plus de partenaires possible dans la démarche et dans la réflexion.
et puis dans les actions, bien évidemment. Donc voilà, donc, de la même manière, donc là, on voit ceux qui apparaissent sur la Lorraine. Il s'agira là aussi d'aller à la rencontre de tous les partenaires possibles sur la Champagne-Ardenne et sur l'Alsace, afin vraiment d'avoir ce réseau qui travaille autour du polyhandicap et sur toutes les questions d'accompagnement des personnes en situation de polyhandicap. Donc voilà, donc simplement vous redire, et comme ça l'a été fait tout à l'heure, hein, le centre ressources s'est inscrit dans le cadre du déploiement du volet polyhandicap de la stratégie quinquennale de l'évolution de l'offre, qui comprend ce volet polyhandicap, 4 axes, 8 mesures, 26 fiches d'actions, donc il est très transversal, avec des missions principales qui sont d'accompagner en proximité et en s'assurant de la continuité des parcours de vie et de soins, renforcer et valoriser l'expertise de l'accompagnement sur le polyhandicap, la promotion de la citoyenneté, la participation et l'accès aux droits des personnes, et puis outiller et développer la recherche sur le polyhandicap, ce qui nous donne un peu la feuille de route de notre manière de travailler et de développer des actions dans le centre ressources. Plus précisément, la création de ce centre ressources s'appuie directement sur la fiche action numéro 4 de ce volet polyhandicap qui demandait à ce que chacune des régions crée un centre ressources. Donc voilà, donc en tout cas pour le Grand Est, c'est chose faite, avec des objectifs qui sont là aussi de soutenir les accompagnants de proximité et les aidants. Et donc en s'appuyant sur des établissements ressources, comme vous pouvez le voir. Et donc, c'est ce qu'on a fait en s'appuyant avec cette notion de point relais. On appuie vraiment nos expertises, nos compétences sur des établissements qui ont l'habitude, qui ont cette technicité d'accompagnement des personnes en situation de polyhandicap. Deuxième mission, faire monter en compétence les professionnels et les structures médico-sociales et sanitaires, d'où l'importance d'avoir un partenaire comme le CHU, comme membre du COPIL et avec qui on a cette capacité et cette réflexion autour justement de la question du sanitaire, l'accueil des personnes en situation de polyhandicap à l'hôpital, au service des urgences. Enfin, voilà, il y a tout un tas de réflexions à mener. Donc voilà, donc en travaillant et en rapprochant ces espaces que sont le médico-social et le sanitaire. Encourager les savoirs partagés, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, entre les familles et les professionnels, et puis toutes ces notions de pair aidance, d'expertise d'usage. Donc voilà, donc notre projet effectivement de comité des aidants qu'on doit développer. Et puis bien évidemment, parce que c'est avant tout, et c'est beaucoup cette fonction-là dans la question justement de faire fonction ressources, la question qui nous était posée, c'est toute la diffusion de l'information. L'information à la fois de tout ce qui peut être spécifique, spécialisé, des partenaires, du réseau, des compétences, mais aussi toute la diffusion de l'information sur tout ce qui peut exister en matière d'accompagnement un peu technique des personnes en situation de polyhandicap, tout ce qui est outils d'aide à la communication, etc., etc. Dans notre feuille de route, on y a décliné, ou en tout cas dans notre offre de service, on y a décliné 5 fonctions majeures. Alors, là aussi, pour être un petit peu clair avec ce qu'on envisage comme fonction ressources, en tout cas ce que nous, on a envisagé, le centre ressources n'est pas là pour faire de l'accompagnement direct auprès des personnes. On n'est pas là pour se substituer aux services existants. On a vraiment des missions spécifiques à la fonction ressources. On peut être sollicité bien évidemment par les personnes en direct, le numéro d'appel est diffusé et on est bien évidemment là pour répondre aux questions des personnes. Simplement, on n'ira pas sur de l'accompagnement. Pour ça, on relaiera sur des services existants. Voilà. Au niveau de ces fameuses 5 fonctions, la première, et je vous le disais, diffuser l'information et les outils dans le domaine de l'accompagnement. Donc, une des missions qui est quand même assez importante. Et donc, ça passe par, on a créé un site internet. Donc, ça passe par ce vecteur de communication qui est le site internet du centre ressources, sur lequel on y diffuse tout un tas d'éléments. Tout ce qui peut aider à un moment donné, tout ce qui peut apporter des informations, qu'elles soient concrètes ou qu'elles soient plus en matière de réflexion.
donc des rapports, des documents, de l'accès à la littérature spécifique sur le polyhandicap, mais aussi des liens pratiques, des choses de l'ordre de l'information, de l'ordre des outils concrets qu'on peut mettre en place dans l'accompagnement des personnes en situation de polyhandicap. Donc voilà, donc je vous invite, je vous donne l'adresse à la fin de ce PowerPoint, à pouvoir aller consulter le site internet. Alors bien évidemment, il n'est pas finalisé, mais en même temps, un site internet, il n'est jamais finalisé, c'est jamais figé, donc c'est toujours en cours d'évolution, sinon c'est pas très intéressant. Donc voilà, donc on est toujours en évolution et en tout cas en structuration de ce site internet. On travaille dessus et avec une veille législative et une veille documentaire qui se fait vraiment à chaque fois. La création aussi, la diffusion de l'information, elle se fait aussi par l'organisation de ce qu'on a appelé des ateliers thématiques. Alors, comme je le disais, en cette période de Covid, ça n'a pas forcément été simple, mais on a pu réaliser 2 jours de réunions où on a fait en présentiel, pour le coup, entre 2 confinements. On a pu organiser une journée atelier thématique qui réunissait des professionnels, des familles, enfin voilà, tous ceux qui peuvent à un moment donné être intéressés par la question de l'accompagnement des personnes en situation de polyhandicap. Et donc, voilà, le but est de pouvoir développer de plus en plus ce genre d'action, ce genre de journée, donc sur lesquelles on a pu donner de l'information et faire intervenir des professionnels qui travaillent. Donc là, la thématique, c'était sur les outils d'aide à la communication via les nouvelles technologies, donc les outils d'aide à la communication pour les personnes en situation de polyhandicap. Donc voilà, donc, je pense que c'est assez clair, hein, la question de la diffusion de l'information, c'est vraiment voilà, être au plus près de l'actualité et de pouvoir la diffuser très largement, cette information. La deuxième fonction qu'on a mis dans notre offre de service, c'est de soutenir et d'apporter une expertise aux organisations et réseaux agissant auprès des personnes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est de pouvoir aussi être sollicité par des professionnels, des aidants, des familles, là aussi, hein, sur tout un tas de questions, sur l'accès aux soins, sur la gestion de la douleur de manière non médicamenteuse, les aides techniques, l'alimentation, les activités sensorielles, enfin voilà, tout ce qui peut toucher autour de l'accompagnement, je le redis, des personnes en situation de polyhandicap. Et puis, c'est de partager aussi des retours d'expérience, c'est de pouvoir partager aussi, de pouvoir faire des mises en relation et donc de travailler autour, notamment, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais sur la question des groupes d'espace et d'échange et de parole pour les aidants. La fonction numéro 3, développer les savoirs et les compétences des acteurs. Donc, ça veut dire à un moment donné, si c'est nécessaire, pouvoir apporter un éclairage dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous. Donc là, je le redis encore, hein, pas en termes d'accompagnement direct, hein, mais en termes de relais, de soutien, et puis d'avoir ce regard sur l'existant et sur l'offre existante au niveau du Grand Est. Des actions de sensibilisation, formation. Donc, on intervient, on a passé des partenariats avec des écoles de formation que sont l'IFAS, l'IFSI, l'IRTS, dans lesquelles on intervient dans toutes les promos, par exemple de l'IRTS du Ban-Saint-Martin, donc à Metz, et où on va parler de la question du polyhandicap, du changement de regard, et puis voilà, aborder tout un tas de thématiques que sont justement la communication et parler aussi des établissements médico-sociaux, parler de l'inclusion, enfin voilà, on va effectivement sensibiliser à la question du polyhandicap dans toutes ces écoles de formation. Et puis, c'est des interventions qu'on a pu faire et qu'on souhaite vraiment développer au niveau des services d'auxiliaires de vie, puisque voilà, tout le monde n'est pas en établissement, un certain nombre de personnes vivent à domicile, et donc c'est aussi pouvoir soutenir ces services d'auxiliaires de vie qui interviennent à domicile dans des situations parfois compliquées et complexes. Donc voilà, donc, ça peut être également des interventions de sensibilisation dans le droit commun, dans les crèches, dans les écoles. C'est quoi accueillir un enfant en situation de polyhandicap dans une crèche, etc., etc. Donc voilà, donc toute cette partie sensibilisation et de connaissance des situations de polyhandicap.
On intervient également et on travaille sur justement l'évolution de l'offre, en tout cas là aussi des retours d'expérience sur des projets un petit peu innovants ou en tout cas d'évolution de l'offre. Par exemple, comme tout ce qui est projet de masse externalisée, du baluchonnage, de la téléconsultation, enfin, tout ce qui fait à un moment donné effectivement évolution de l'offre. Donc, on peut intervenir, on peut aussi faire voilà, des échanges de bonnes pratiques sur un certain nombre d'expériences qui sont menées sur le Grand Est. La fonction numéro 4, et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, bien évidemment, c'est tout ce qui est dynamiser les partenariats, le réseau, l'interconnaissance, pouvoir effectivement se rencontrer, échanger sur des thématiques spécifiques, faire de l'échange de pratiques. Enfin voilà, c'est effectivement toutes ces réflexions-là et donc on essaye à travers justement la manière dont on a structuré et c'est ce qu'on fera en format Grand Est, mais en tout cas c'est ce qu'on a fait sur les départements lorrains, de pouvoir effectivement mailler ce réseau et l'animer autour de la question du polyhandicap. Et puis enfin la fonction numéro 5 qui est de participer à des évaluations et à des études. Voilà, donc là aussi, hein, tout ce qui est évaluation, études autour de la question des situations de polyhandicap. On a pu, par exemple, on a été contacté par l'HAS et on a pu faire partie du comité de relecture des dernières recommandations de bonnes pratiques en matière d'accompagnement des personnes en situation de polyhandicap. Donc voilà, donc, tout ce qui à un moment donné a trait à des recherches et des études en lien avec, par exemple, le CREAI, en lien avec l'IRESP, en lien, donc voilà, sur tout un tas de domaines qui touchent toujours au polyhandicap. Le fameux site internet, donc voilà, hein, c'était pour vous inviter, vous trouvez l'adresse à cet endroit, hein, vous inviter à pouvoir aller le consulter. Je le redis, il y a un certain nombre d'onglets qui ne sont pas encore complètement déployés, on va le dire comme ça, d'autres qu'il faut remettre à l'actualité de notre développement en Grand Est, puisque voilà, notre pérennisation est assez récente et notre déploiement est en cours. Donc, toutes les informations sur les départements sur lesquels on n'a pas encore déployé n'apparaissent pas dans le site internet, mais c'est en cours de construction. Voilà, et vous trouverez à cet endroit nos coordonnées, mon numéro de téléphone, mon adresse mail, si vous souhaitiez avoir des informations et des échanges. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été dans le temps qui m'était imparti, je n'ai pas trop regardé. Non, ça va très bien. Et puis effectivement, c'est difficile aussi d'interrompre ou de raccourcir une présentation parce qu'en même temps, les participants viennent pour ça aussi, hein, pour découvrir en quoi consiste le centre ressources. C'est vraiment intéressant et riche. Voilà, toute l'histoire que vous avez à raconter et qu'on retient aussi que le centre ressources, il part petit, on part localement et après ça se déploie, etc. Et que effectivement, il faut garder cette patience de voir les choses se grandir et que notre territoire est à la fois petit et très grand. Quand on fait les kilomètres, effectivement, on se rend compte qu'il est grand. Rappelons qu'il est plus grand que la Belgique, ce Grand Est. Donc, effectivement, ça fait du monde. Et après, on s'aperçoit aussi que le monde est petit. C'est-à-dire qu'effectivement, les personnes, tout doucement, commencent à se rencontrer. Oui, tout à fait. Merci de cette présentation. On va tout de suite enchaîner avec Madame Beck qui va nous présenter le MIA. Et puis donc je rappelle à vous qui êtes présents, n'hésitez pas à formuler vos questions dans le chat et pour que voilà, à l'issue des deux présentations, et ben, voilà, ces questions peuvent être reposées à nos intervenants. Et puis voilà, Madame Rabia, Madame Beck, vous pourrez aussi voir peut-être vous dans le fil du chat les propos qui peuvent vous être demandés de venir compléter. Oui, en tout cas, merci. Moi, je remercie le CREAI pour cette invitation et pour me permettre aujourd'hui de pouvoir présenter et partager mon expérience au sein de l'EMIA, donc l'équipe mobile d'intervention et d'accompagnement médico-social. Donc, je suis Madame Beck-Élodie, je suis la coordinatrice et la psychologue de cette équipe. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter assez brièvement et rapidement le dispositif et en quoi on peut être ressource sur le territoire. Donc déjà, l'EMIA, c'est un service qui intervient sur demande auprès des aidants
au sens large du terme, aussi bien famille que professionnels, accompagnant des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. Donc, on suit tout type de handicap, mais on est beaucoup appelé pour de l'autisme. C'est à peu près 80% de nos suivis. Un petit peu pour la déficience intellectuelle et aussi beaucoup pour des syndromes génétiques. Et donc, ces adultes en situation ou enfants en situation de handicap présentant aussi donc, des troubles du comportement ou comportement défi. Alors, l'équipe est pluridisciplinaire, puisqu'à mes côtés, on retrouve psychologues, éducateurs, infirmiers et un médecin psychiatre. À savoir que l'équipe a démarré toute petite, on était 4 professionnels et là, actuellement, l'équipe est en train de s'agrandir. J'en parlerai un petit peu par la suite. Donc, l'objectif vraiment principal de l'EMIA, c'est d'apporter un regard extérieur avec l'objectif prioritaire commun de contribuer à la diminution de ces comportements, donc des comportements défis. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas simple, il faut vraiment rester humble par rapport à ça, puisqu'on rencontre aussi des problématiques très, très lourdes, mais on va au moins essayer de les rendre un peu plus acceptables, et surtout pour l'environnement familial. La particularité et la spécificité du dispositif, c'est qu'on intervient sur le lieu ou les lieux de vie de l'usager que l'on accompagne. C'est-à-dire qu'on intervient sur tout le territoire de la Moselle et principalement au domicile et toujours en appui donc, des établissements médico-sociaux, IME, ESAT, FESAT, voilà, la liste est non exhaustive, mais également des établissements sanitaires et aussi avec l'éducation nationale dans les écoles. Donc au départ, l'EMIA a été créé suite à un appel à projet de l'ARS en lien avec la mise en place d'un groupe de travail qui fait suite à de nombreuses remontées de familles en difficulté avec des enfants autistes qui présentaient de graves troubles du comportement et pour lesquels il n'y avait pas toujours de solution à part l'hospitalisation. Et donc, cet appel à projet a été lancé. Les établissements de Vic-sur-Seille ont répondu à cet appel à projet et ont été retenus pour créer cette équipe mobile, donc qui a démarré en 2016. Donc, qui dit création d'équipe, dit aussi projet expérimental. Et donc, je voulais partager un petit peu avec vous l'évolution de ce projet. On existe depuis 2016, ça fait maintenant 6 ans qu'on est implanté sur le territoire. Et il y a énormément de choses qui ont évolué depuis le début et depuis la création du dispositif. Déjà, au départ, on était l'une des premières équipes sur le territoire et donc il a fallu construire toute une modalité pour nos interventions, construire une organisation, voir comment on allait pouvoir fonctionner. Pour ça, on s'est appuyé vraiment sur l'expérience d'autres équipes mobiles sur d'autres territoires. Je pense particulièrement à l'Alsace aussi. On a mis tout un temps de réflexion au sein de l'équipe pour essayer de définir ces modalités. Donc, on a construit des protocoles, on a essayé de se projeter, parce que ce n'était pas évident aussi, sur des modalités, comment on allait fonctionner. Et puis, on a rencontré les établissements médico-sociaux pour essayer de se faire connaître aussi et développer un petit peu notre réseau. Donc ça, c'était vraiment un travail très, très intéressant parce qu'au sein de l'équipe, personne n'avait finalement encore expérimenté ce travail en équipe mobile et donc tout était à construire. Donc on est parti d'une page blanche pour construire aujourd'hui l'EMIA. Et donc qui dit dispositif expérimental dit aussi évaluation régulière. Il a fallu définir, établir des critères d'évaluation. Ce n'est pas toujours évident aussi parce qu'on est sur un travail d'accompagnement des familles, des aidants. C'est un accompagnement et un travail qu'on pourrait dire qualitatif. Et il a fallu trouver des critères quantitatifs pour essayer d'évaluer notre travail et notre fonctionnement. Les critères qu'on a pu définir, par exemple, c'est le nombre d'interventions par situation, les déplacements qu'on a pu avoir sur le territoire, le nombre de demandes. Et donc, tous ces critères faisaient partie de remontées régulières à l'ARS pour essayer de voir si le dispositif était viable et pouvait être pérennisé. Il y a aussi eu toute une réflexion autour de la localisation de l'équipe, parce que dès le démarrage, on a été implanté donc, à Vic-sur-Seille, puisqu'on est rattaché à notre entité administrative. Mais on a eu beaucoup d'interventions sur les secteurs, par exemple, de Metz-Thionville, puisqu'on intervient sur toute la Moselle. À un moment, on s'est questionné sur la pertinence.
Est-ce qu'il fallait délocaliser, par exemple, plus sur une grande ville comme Metz pour pouvoir optimiser nos temps de déplacement? Donc, on a fait des études, on a essayé de calculer et finalement, on s'est rendu compte qu'à Vic-sur-Seille, on était plus ou moins central sur nos temps de trajet puisqu'on est à peu près sur des temps de trajet d'1 heure, hein, 1 heure pour aller sur un lieu d'intervention, sur à peu près toute la Moselle, et puis qu'il était important pour une petite équipe aussi de pouvoir rester attachée et présente dans les locaux de son entité administrative. Ça, c'était vraiment administrative et gestionnaire, c'était important aussi pour nous. Ce qui est aussi intéressant dans ce dispositif, c'est qu'on a vraiment voulu en faciliter son accès. Je parle particulièrement des aidants. Pour que les aidants puissent nous contacter, on n'a pas besoin de notification MDPH avec une orientation équipe mobile, ce qui facilite grandement la démarche pour nous joindre et pour être accompagnés par le dispositif. Et ça, c'était quelque chose aussi d'assez innovant sur le territoire. Et puis la particularité aussi, et notre atout, c'est que nous pouvons intervenir en binôme, c'est-à-dire que nous intervenons toujours à 2 professionnels pour croiser les regards sur les situations. Et ça, c'est vraiment extrêmement porteur aussi lorsqu'on intervient auprès des familles. Il y a aussi toute une étape de mise en place d'évaluation de la problématique avec de l'analyse fonctionnelle. On essaye d'écarter les pistes somatiques où il a fallu construire nos grilles d'observation. Il a fallu les tester, les réajuster. Donc, on est vraiment au niveau de l'EMIA dans les démarrages, dans du réajustement permanent, où on s'est créé nos propres outils qui actuellement fonctionnent et sont utilisés de manière régulière. Elles sont vraiment bien investies par l'équipe. L'EMIA aussi, donc, c'est transmettre des stratégies éducatives aux familles. C'est vraiment cet appui à l'expertise des aidants. C'est important de pouvoir transmettre, partager nos expériences aussi professionnelles précédentes à ces familles qui sont en difficulté face aux troubles du comportement de leur enfant. Ce n'est pas toujours simple aussi de nous accueillir au domicile alors qu'on sait que la situation est difficile. Et puis notre atout, et ce qui fait qu'on est ressource aussi sur le territoire, c'est qu'on apporte ce regard extérieur aux situations. Nous, on arrive sur des situations qu'on ne connaît pas. Cela permet aussi de reposer certaines questions, de creuser d'autres pistes, de creuser d'autres hypothèses, de nourrir la réflexion et surtout de nourrir la réflexion autour du projet personnalisé de l'usager. Là, je pense particulièrement aussi aux établissements avec lesquels on travaille, où on s'appuie principalement sur le projet individualisé des usagers, mais on essaye aussi par notre regard de pouvoir nourrir la réflexion autour de ce projet. Ça, c'est très important. Et puis, notre réseau a dû se développer au fur et à mesure des interventions. C'est de fil en aiguille qu'on a pu rencontrer différents partenaires, différentes structures, différentes associations. Là, on travaille actuellement sur des conventions afin de vraiment pouvoir formaliser ces partenariats aussi. Cela permet d'enrichir notre pratique, de diversifier notre offre, mais aussi de pouvoir concrétiser ces liens avec tous ces partenaires sur le territoire. D'ailleurs, c'est ces mêmes partenaires qui nous interpellent pour des situations problématiques. Et puis, ce qui est important aussi dans notre dispositif, c'est qu'on ait le lien, on coordonne aussi le parcours de l'usager parce que notre principale mission, c'est quand même d'éviter les ruptures de parcours. Les troubles du comportement amènent à cristalliser parfois tout un fonctionnement dans un service, dans une famille. Et notre intervention, c'est vraiment cette idée de maintenir l'usager sur son lieu de vie. Ce n'est pas toujours facile, mais on essaye. Parfois, on y arrive, parfois, on n'y arrive pas aussi. Il faut savoir rester humble par rapport aux troubles du comportement. Et puis, on est ce lien avec les partenaires. Parfois, il y a beaucoup de partenaires autour d'une situation. Je pense aux professionnels libéraux, je pense aux hôpitaux de jour. Et on peut être ce lien. Et c'est là où on peut être vraiment ressource et porteur pour les usagers qu'on suit. Et puis, l'EMIA, ça a amené aussi à faire évoluer notre pratique professionnelle. Nous avons tous au sein de l'équipe des expériences professionnelles différentes, principalement en établissements médico-sociaux, mais il a fallu créer une pratique puisqu'on est dans des interventions qui se font sur du court terme, assez rapidement. Donc, il a fallu pouvoir créer du lien très facilement et très rapidement avec les usagers qu'on suit. On n'est plus sur de l'accompagnement au long cours comme on pouvait le faire dans les établissements dans lesquels on a travaillé précédemment.
Ce travail nous amène aussi à avoir une certaine flexibilité. Flexibilité parce qu'on accompagne un public très hétérogène, que ce soit en termes d'âge, en termes de handicap, mais aussi flexibilité parce qu'il faut s'adapter au lieu de vie de la personne, mais il faut aussi s'adapter à la problématique. Nos interventions, par exemple, on a des horaires d'intervention très modulables parce qu'on sait que s'il y a des troubles du comportement le soir, on viendra le soir au domicile. Donc ça, c'est aussi voilà, la particularité et la fonction un petit peu ressource de ce dispositif, c'est qu'on s'adapte vraiment aux besoins et on a amené à faire évoluer certaines choses et notamment la pratique professionnelle. Et puis, on est ressource pour ces familles en souffrance parce que là, on l'a fortement ressenti depuis qu'il y a eu la crise Covid par rapport à l'isolement de toutes ces familles. Et nous travaillons toujours en appui donc des structures, des établissements qui accueillent les usagers. Et donc, ce projet est expérimental jusqu'en 2019. Finalement, nous avons fait nos preuves et la liste d'attente que nous avons en témoigne, puisque nous sommes énormément sollicités sur le territoire. Et donc, le dispositif a été pérennisé en 2019. Et puis, en novembre 2021, nous sommes en pleine extension du dispositif puisque on en a parlé précédemment. Il y a eu un appel à projet, à manifestation d'intérêt en lien avec les départs non souhaités des adultes handicapés vers la Belgique. On y a répondu et on a pu obtenir un financement pour agrandir l'équipe. Je voulais aussi partager avec vous, du coup, l'évolution du projet avec cette extension, dans le sens où l'ensemble des objectifs principaux de l'EMIA se maintiennent, mais au fil des années, on a repéré certains besoins sur le territoire et maintenant, avec cette extension, on souhaite pouvoir y répondre. Là, notamment, on est en pleine réflexion sur la mise en place de groupes d'habileté sociale à destination des usagers suivis par notre équipe, parce qu'on s'est rendu compte aussi que pour beaucoup d'usagers que l'on suivait, aussi bien enfants qu'adultes, il y avait un énorme déficit au niveau des habiletés sociales et qui pouvait être source de troubles du comportement, source de difficultés au quotidien, et sur lesquels un travail et une réflexion devraient être menés pour pouvoir les aider et pour pouvoir les maintenir sur leur lieu de vie. Et puis, on en a parlé aussi précédemment dans les interventions d'avant, créer des groupes d'entraide mutuelle pour les familles, ça c'est vraiment important. On souhaite aussi faire évoluer notre pratique avec la mise en place d'évaluations un peu plus complètes et plus précises des usagers que l'on suit à l'aide, par exemple, d'outils spécifiques, je pense au profil sensoriel, au Comvor. Et puis, une dernière piste de réflexion qui est en cours aussi, l'idée c'est de pouvoir mener des actions de sensibilisation. Alors, je pense particulièrement à des services qui sont parfois démunis, dépourvus de ressources aussi, je pense parfois à des services d'aide à domicile et qui auraient besoin d'un certain appui par rapport au comportement des filles, qui voient aussi les usagers accompagnés évoluer et qui accompagnent de plus en plus d'enfants ou d'adultes avec des troubles du comportement et du handicap. Et je voulais partager également avec vous le témoignage d'une famille, parmi toutes celles que l'on a pu suivre à l'EMIA, parce que je trouvais important de pouvoir donner la parole à une famille sur son partage d'expérience avec notre dispositif. Alors, je vais vous le lire, ça va être assez rapide. L'EMIA nous a soutenus, orientés, guidés, informés en complément de la prise en charge IMPRO dans des moments très difficiles avec Émilie à la maison. Ils nous ont appris à réorganiser le retour d'Émilie pendant les week-ends et les vacances, à faire en sorte de rendre l'environnement familial sécurisant, apaisant. Tout cela a été mis en place en coordination avec les responsables et l'équipe éducative de l'IMPRO. De nombreuses réunions ont eu lieu afin de comprendre la situation et de mettre en place des stratégies et des outils à domicile. Il faut prendre conscience que les interventions au domicile sont indispensables lors des retours à la maison, les week-ends et périodes de vacances. Durant ces périodes, les parents et la famille, d'une manière générale, se retrouvent dans le désarroi, seuls, sans relais face à des situations très compliquées, notamment en termes d'agression physique des jeunes envers leurs proches, qui ne sont ni volontaires ni prémédités. Très souvent, l'entourage familial est inexistant, ne comprend pas et n'apporte aucun soutien. Pour conclure, il est indispensable de comprendre que l'autisme dont souffrent nos jeunes ne s'arrête pas aux portes des centres, mais qu'il est bel et bien présent au domicile et qu'il doit être pris en compte. Ceci mérite de donner lieu à une grande réflexion afin de développer d'indispensables nouvelles prises en charge adaptées. C'est pourquoi les services type EMIA doivent être développés et connus. Donc, je remercie cette famille pour son témoignage.
je pense très fort à eux. Et donc, pour conclure ma présentation, je voudrais juste dire que l'EMIA est ressource puisque ce sont des interventions à un moment clé sur un temps donné. Nous ne pouvons pas exister sans la présence et sans le lien avec nos partenaires. Et puis, en termes d'idées, de pistes peut-être à essaimer sur le territoire, de plus en plus d'équipes mobiles se développent sur le territoire et il serait intéressant aussi de mener une réflexion sur comment renforcer le lien, la communication et essayer de fédérer ces équipes mobiles. Et une dernière chose aussi, c'est que l'EMIA était aussi souvent confronté à des usagers présentant de graves troubles du comportement, pour lesquels on n'a pas forcément été énormément porteurs. Mais on réfléchit aussi sur cette idée de pouvoir créer des structures de répit parce qu'on sait qu'il y a besoin de relais sur des situations très, très problématiques. Je vous remercie. Merci pour votre attention.